À la veille d'une date qui est plus qu'historique, les fondatrices se retrouvaient avec des amis qui ont, chacun à sa manière, imprimé à l'histoire et au mouvement national de ce pays une dynamique. Que cette rencontre se fasse justement à la veille de cette date symbolique de l'indépendance retrouvée, qu'elle se fasse ici dans ce lieu justement de culture et de recherche qui est une merveille de l'Algérie algérienne, c'est pour moi un instant de très grande émotion, d'autant que nous venons hélas de perdre deux éminents professeurs. Combien j'aurais souhaité que Habouch Miloud et Milian El-Hajj soient là parmi nous. Et de toutes les façons, en ce qui me concerne, comme le disait Subhan tout à l'heure à l'instant, ils sont présents. Ils sont présents, ils sont toujours présents parce que voilà des personnes qui ont porté ce pays à la force des bras. Et je pense que le CRASC est l'institution la mieux indiquée pour leur rendre cet hommage et je suis convaincu pour leur rendre un autre hommage à la hauteur de leurs travaux, de leur apport et surtout de leur fougue, parce qu'ils étaient chacun à sa manière très fougueux dans ce qu'ils entreprenaient. Vous parlez ici et en ce moment de cet ouvrage, surtout à Oran, parce que la boucle est vite bouclée. Le 5 juillet 62, vous parliez tout à l'heure du fameux documentaire de Jean-Pierre Liédot. Moi, le documentaire, quand je l'ai vu, j'ai été outré. Outré par la façon dont a été traitée la révolution algérienne et le peuple algérien. Et les constantes de ce peuple qui ont fait la force de ce pays, qui malgré 130 ans ou 125 ans de colonisation, ont su garder le cap, comme l'avait si bien souligné le maire Abdelkader en son temps, peu avant sa mort. Ce peuple avait résolument décidé de ne jamais accepter le joug colonial. Et donc, voilà un monsieur à qui l'Algérie avait offert plus que le gîte. Il lui avait offert une nationalité, il était très fier d'exhiber sa carte d'identité, qui se découvre soudain un instinct de prédateur et qui vient, comme ça, tout bonnement, nous annoncer que ce pays et ce peuple, le FLN et l'ALN et la guerre de libération, qui fut une véritable révolution, avaient fait du nettoyage ethnique. Et là, c'est tout au long des 15 jours qu'on a passé, en fait c'est 18 jours, parce que j'avais tourné 3 jours à Mostaganem, et 15 jours à Skikda, je n'ai cessé de lui rappeler combien, et là je vais revenir sur un personnage illustre, qui quelque part est à l'intérieur de ces pages de ce livre, c'est l'un des plus grands penseurs et l'un des plus grands écrivains algériens, c'est Mohamed Tazrout, qui a commis des ouvrages, moi je les ai découverts comme ça, mais franchement on est épaté par cette préciosité de la lecture de ce qu'est le mouvement national et de ce qu'est le Maghreb et le socle sur lequel le Maghreb s'est bâti, à savoir d'abord la religion musulmane et ensuite le réseau des arias qui, quoi que l'on dise, ont servi quand même d'incubateur à ce qui sera plus tard le mouvement national et qui parviendra, bien évidemment, comme chacun sait, à produire la plus grande révolution. Et je ne suis pas d'accord avec ce que nous compare avec le vietnamien, parce que ça n'a strictement rien à voir. La femme algérienne n'est pas la femme vietnamienne. Le parcours du peuple vietnamien, aussi valeureux soit-il, c'est indéniable, mais ce qu'a fait l'Algérie, ce qu'ont fait les Algériens, ce qu'a fait la femme algérienne dans la guerre de libération, durant la guerre de libération, est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et d'ailleurs, je prends à témoin ceux qui travaillent sur l'histoire, pour les anglo-saxons et surtout les Canadiens et les Américains, la présence de la femme dans la guerre de libération est un facteur déterminant.
parce que ça les a complètement choqués. Comment des femmes, et nous aurons l'occasion peut-être de revenir sur ce volet-là, puisque vous le traitez. Et donc, quand ce film a été produit, évidemment, moi j'ai réagi comme tout le monde, et mieux que tout le monde, parce que j'étais partie prenante. Mais je n'avais abordé avec lui que le volet dans lequel j'étais impliqué directement, à savoir ce qui s'est passé le 20 août 1955, c'est-à-dire l'offensive du Nord constantinois, le 20, 21 et 22 août 1955, offensive dont la plus grande part a eu comme théâtre mon propre douar, c'est la Mishta Ta'na, parce que la géographie a fait que nous soyons sur les hauteurs de Skikda, qu'il y ait une source avec une conduite d'eau qui date depuis les temps, on dit toujours le temps des Romains, c'est pas vrai, ça date des temps anciens, donc des autochtones, des Puniques et des Berbères qui vivaient dans cette région, et donc nous sommes dans la petite Kabylie orientale, hein, pour resituer un peu. Et donc, 5 ans et demi, j'assiste justement à ce déferlement, et la plus grosse colonne qui a déferlé sur la ville de Skikda est une colonne qui était conduite par mon propre oncle. Et la scène que vous évoquiez justement dans le cimetière, et surtout lorsque je vais retrouver, parce que il se trouve que après ces événements, on a été pris en charge par un colon qui était notre voisin, c'est 86 femmes et enfants. Et il était venu, il a vu, on était là, on était perdus, on n'avait rien du tout, on pleurait, les enfants criaient, et puis on était terrorisés, on était dans le maquis, puis il vient nous retrouver, il vient nous chercher, il nous emmène chez lui, et donc on vit pendant toute la guerre dans cette ferme. Et donc cet oncle que je retrouve à la campagne, à la montagne, chez mon grand-père, quand il me récupère pour faire le berger chez lui, c'était pour moi quelque chose d'extraordinaire, parce que 3 jours auparavant, je voyais l'armée française déferler sur notre village, sur notre douar, et tout détruire. Mais une armée, c'est-à-dire le regard de l'enfant. J'ai 5 ans et demi, vous voyez comme ça des militaires, déjà avec leur tenue, ils font très peur. Les parachutistes, les tenues bariolées, les casques, les grands fusils mitrailleurs, c'est des choses qu'on n'avait jamais vues. Et puis la férocité avec laquelle ils ont détruit les maisons, et surtout, ce qui m'avait choqué moi en tant qu'enfant, c'était comment ils se sont attaqués aux animaux de basse-cour. Et je me suis dit, c'est quand même pas possible, une armée aussi puissante qui a besoin de prendre nos poulets, nos lapins, c'est des choses qui nous ont terriblement marqués. Et donc, ce personnage, quelques mois plus tard, il se fait tuer, j'apprends la nouvelle, en même temps que mon grand-père, et puis il entame des démarches, et comme j'étais le berger, je savais ce qui se faisait au moins à l'écurie, il a dû vendre 2 vaches pour soudoyer quelqu'un pour pouvoir ramener son corps depuis un village qui est de l'autre côté de la montagne. Et donc, un matin, quelqu'un est venu prendre, je lui ai dit, Hadou, c'est quoi? Il dit, parce que Flani m'a demandé de l'argent, et j'assiste à son enterrement. Et après, au cours de la discussion, je vois sa femme qui cause avec ma mère, qui est donc sa belle-sœur, et qui lui dit, dans la petite rame de l'enfant, c'est des mots que tu peux pas oublier, parce que c'est à l'intérieur, c'est gravé sur du marbre, hein, c'est des choses qu'on n'oublie pas. Tu te dis, quoi, pour moi c'était, d'ailleurs, Jean-Pierre Ledo, quand il est venu, il me dit, on va tourner, on va faire, qu'est-ce que tu choisis? Il pensait que j'allais parler de mon père, ou de mes oncles, de mes 2 autres oncles, qui eux aussi ont fait le coup, qui ont été tués. Mais pour moi, celui qui représentait vraiment le problème, pour moi, c'était lui. C'était ni la guerre, ni rien du tout. Pourquoi ce national qui est devenu, pour moi, un héros, pourquoi il a été vendu, par qui il a été vendu, par qui il a été donné? Et donc, c'était dans le contrat de Jean-Pierre Ledo, il fallait qu'il me retrouve ce personnage. Et ce personnage, dans le documentaire, je le retrouve. Et je le retrouve, et on va tourner comme ça, comme on a tourné un peu avec tout le monde. Et j'étais passé chez ma sœur, j'avais récupéré une photo, la seule photo qu'on a de Yazid, et j'en avais parlé à personne. Et quand la caméra est posée, le gars il vient vers moi, je lui mets sous le nez comme ça la photo de Yazid. Il est choqué. Après, je lui dis, bon, maintenant tu me dis, où est-ce qu'il est?
C'est une grosse tête et il ne voulait pas, il ne m'écoutait pas. Je lui dis on va au lieu où il est tombé, puisque tu le sais, tu es le seul à le savoir. C'est son beau-frère. Et donc on arrive, on est accompagné par les gendarmes, on fait près d'1 kilomètre, et puis on arrive sur l'endroit. Et là je lui dis, maintenant tu me racontes qu'est-ce qui s'est passé sur site. J'ai compris, j'ai plié bagage, je suis rentré d'ailleurs dans la scène, je quitte les lieux, je rentre à pied les carrières de Saint-Antoine, c'est-à-dire que je fais 8 km, 30 à pied, et donc c'est toutes ces histoires-là qui remontent et avec lesquelles, et l'un des éléments déclencheurs justement, il fallait d'abord répondre à cette histoire de nettoyage ethnique. La manière dont, alhamdoulilah, il a écrit avec Sophie, avec vous-même, sur justement cette histoire du 5 juillet 62, ici même à Oran, c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi j'ai assisté au tournage, j'étais ici, j'ai fait plusieurs scènes, mais c'était des témoignages à charge, c'est-à-dire qu'on voulait absolument démontrer que les Algériens c'était des salauds, que c'était des égorgeurs, et qu'il y a eu la réalité est tout autre. La réalité est tout autre. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, j'avais trouvé une photo justement de la bombe qui avait éclaté où il y a eu, je ne sais pas si tu me corriges, 80 morts entre femmes et enfants. Donc cette atrocité maintenue et entretenue par l'OAS, c'est quand même elle qui a fait que les Algériens, ils n'allaient quand même pas continuer jusqu'en 62, attendre que les gens viennent les égorger chez eux. Donc il y a eu bien évidemment une réaction. Pourquoi il est parti? Malheureusement, c'est un débat qu'il faut peut-être ouvrir. Moi je suis convaincu qu'il faut l'ouvrir, parce que c'est un peu l'histoire. Après, le livre, il parle un peu de ce qui s'est passé au niveau de la région, parce que c'est des choses que j'ai vécues. Et puis, il y a une partie d'entretien où je vais retrouver avec le français, Roger Balestrieri, et on échange nos mémoires de guerre. Donc, lui avait une vision des choses, et moi j'avais ma propre vision, et je lui ai apporté argument contre argument, et on a discuté, on a remis en cause un peu tout ce défilement d'images, pour lesquels il avait une lecture biaisée. Donc il y a plein de choses qu'il n'avait pas comprises. Le hasard de l'histoire a fait que les principaux acteurs, je les ai rencontrés. Donc j'avais les meilleures ressources du monde. Mais ce sur quoi je voudrais, avant de vous demander si vous voulez intervenir ou si vous voulez ajouter quelque chose, moi je pense que ce qu'on n'a pas suffisamment développé, par exemple, tout le monde pense au stade des Anasser à Alger. Mais personne ne vous dit lequel de 20 août. Personne. Il y a un parc Tal-Assa, très joli parc, qui a été fait d'ailleurs par des Algériens après l'indépendance, un arc de triomphe magnifique, il se nomme le parc du 20 août. C'est tout. Donc j'aimerais, à travers ce travail, j'aimerais, si on peut passer des slides, pour vous donner quelques éléments d'histoire, c'est-à-dire que c'est prouvé, c'est démontré. Quels furent les impacts, justement, de ce 20 août, et peut-être qu'après, on ouvrira... Parce que très souvent, on fait des confusions. Pierre aussi, les révolutions sont toujours un retour réel lorsqu'une nation, à la suite d'une accumulation de trahison, de démission ou de faiblesse, perd sa substance et voit corrompre sa nature, elle les reconquiert par ce qu'on appelle une révolution, étymologiquement, un retour au point de départ. Quand on a bien compris cette définition, on sait pourquoi une révolution ne peut être que populaire, parce que chacun voit sa nation et son histoire à travers son propre vécu. Et on comprend pourquoi ceux qui ont justement organisé l'insurrection du 1955 ont parfaitement compris cette définition, puisqu'ils l'ont parfaitement illustrée. Je cite cette phrase de Paul Montaigne, c'est le mot de Mohamed Tazoul justement, qui dit: il y aura un peuple algérien parlant arabe, alimentant sa pensée, ses songes, aux sources de l'islam où il n'y aura rien. Ceux qui pensent autrement retardent d'une centaine d'années.
Pourquoi cette citation et pourquoi ce rappel? Parce que tout simplement, lors du tournage du film et lors de l'insurrection du 20 août 55, on est au fond de la vallée, donc on est à 4 km de Skikta, et on a notre petit marabout, d'où justement Sidi Ahmed, c'est le mot Sidi Ahmed, et pendant toute la nuit, tous les moujahidines de la région qui avaient été convoqués par Zéro Youssef ont passé la nuit. Ils se sont regroupés, fait le rabat, donc on ne voyait rien. Le matin, on se lève. Moi, je vois mon père partir, je vois mes oncles partir, les voisins partir, mais je ne savais pas où ils allaient. D'abord, je n'étais pas en âge de leur demander où ils allaient, à leurs occupations. Et vers 11h du matin, juste à côté du marabout, il y a quelqu'un qui se lève, et pour Gillan, c'est-à-dire mon alter ego, l'enfant, il entend pour la première fois l'adhan. L'adhan, il dit La ilaha illallah, jihad fi sabilillah. Et c'était la première fois que j'entendais l'adhan, et c'était la première fois que j'entendais parler de djihad fi sabilillah. Et quand on raconte à Jean-Pierre Legault cette histoire de djihad fi sabilillah, il devient fou. Il dit ouais, mais ça c'est les égorgeurs, c'est c'est tout ce qui nous restait, c'est cette religion et ce ciment commun. Tu veux être laïque, tu veux être ce que tu veux. Ce sont les mots qui ont été répétés par tous les moujahidines qui ont pris le chemin de la ville. En dominé. C'est un film extraordinaire. Quand on dit comment tu t'en souviens, c'est une histoire qu'on ne peut pas oublier. Parce que c'est une vraie histoire, voir autant de gens. Je crois qu'il y avait 4000, 5000, 5000, mais sans armes, sans rien. Ils n'avaient que des outils agraires, les chafras, les mouzabras, les sapas, les kdakouchi. Il y avait quelques-uns qui étaient bien évidemment armés parce qu'ils étaient encadrés par des moujahidines de la LN. Mais ils ont envahi la ville et il y a eu ce qu'il y a eu dans la ville. Alors maintenant sur le plan international, il faut quand même rappeler ce que c'est que le 20 août. On a la photo de Ibn Arafa, le sultan des Français, qui a été installé le 21 août 1953. Et tout le monde sait que le FLN, le PPA, le MTLD étaient en relation étroite avec le néo-discours d'Aboudiva et avec surtout le Syriens de Adel Fassi. Donc il y avait cette connivence d'intérêts. Tous les pays étaient sous domination française, bien évidemment, nous étions en colonie, nous c'était le protectorat. Et donc, le 20 août 1953, le roi Mohamed V est exilé en Corse, puis après, il est transporté à Madagascar. Donc, le 20 août 1955, il est à Madagascar. Et grâce à notre ami Mohamed Brahim Zdour, nous découvrons que l'agenda du 20 août 1955 correspond exactement à Awal Muharram. Et lui, dans sa préface, bien évidemment, il resitue un peu le contexte de Awal Muharram. Je ne sais pas si c'est un choix délibéré ou là c'est le hasard de l'histoire qui a fait que le 20 août 1955 correspondait à Awal Muharram. Donc le roi du Maroc est exilé et le choix de la date du 20 août 55, 2 ans plus tard, ici on voit Sa Majesté avec... vous reconnaissez Hassan II et puis son frère et la toute dernière, le roi qui se retrouve à Madagascar, et arrive le 20 août 1955. Et lui, il suit les informations, il suit l'actualité. Alors regardez comme il était dans l'ahdath parce que il ne pouvait pas rester comme ça en disant je suis dans l'exil, mais cette image, et on va revenir sur cette image, c'est la route de la porte de Constantine, Fiskigla. C'est quand on sort pour rentrer vers l'intérieur du pays. Donc elle mène vers Constantine et Annaba, mais elle mène aussi vers le stade municipal. Et ce jour-là, le samedi 20 août 1955, il y a un bateau qui vient tous les samedis. Et c'est le Sidi Arba, si vous cherchez dans la table, vous allez retrouver. C'est un bateau qui a posté tous les samedis à Skikla vers 11h. Comme il y a eu un groupe de Moujahidines qui avait commis un attentat à l'intérieur du port, l'armée française a encerclé le port et les 700 passagers de Sidi Arba. Donc vous voyez un groupe, vous voyez même les tenues Taham. Moi d'autres, c'est pas nos tenues. On voit bien que c'est des gens qui viennent d'ailleurs, qui viennent probablement du nord de la France ou de la Belgique. Mais ce sont des personnes, et là j'insiste beaucoup parce que c'est important, c'est pas une affaire du nord constantinois, c'est une affaire vraiment nationale. Parce que ce sont des gens, des immigrés algériens
dont on n'a retrouvé aucune trace. 700 Algériens émigrés qui travaillaient en France et ailleurs ont été pris feu le port, on les a emmenés, on les a tués, on les a mitraillés. Brahim Chebout parle de 5000 morts pour Skikda. Voilà un peu les effets directs sur la population. Ça, c'est une image qui a été publiée, je crois, par l'Humanité. Et c'est pour ça que le journal d'ailleurs a été interdit. Elle est reprise par Mathieu Connolly. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ceux qui travaillent sur l'histoire devraient le connaître. C'est un chercheur américain qui est relativement jeune, qui a obtenu l'un des plus grands prix des États-Unis, beaucoup plus prestigieux que le Nobel. Et dont le titre est Histoire secrète du FLN, comment De Gaulle a perdu la guerre d'Algérie. Et lui, il donne des chiffres. Et là, je vais vous donner des références, surtout pour les universitaires. Ça, c'est des images aussi des massacres. L'image d'en haut, les deux autres images, la droite ou la gauche, ça c'est le stade de Skikda, la dictature du stade. Mais je voudrais insister sur cette image. Parce que nous sommes en 1955, ça c'est le 22 août 1955. C'est dans la région de Ain Abid. L'armée française est allée chercher, comme Soustelle était venu comme gouverneur, il a donné instruction pour tout détruire, pour tuer, sans limite. Ils sont allés, c'est la période où on a fini les moissons, où l'Achab Ali Joum Sahara, c'est les nomades qui viennent avec leurs troupeaux, d'ailleurs on voit bien le Trinata Kamokouchi, ils viennent s'installer dans la région du Khouroub, dans la région de Constantine, dans les hautes plaines sétifiennes à la. Et ils sont là, ils passent tout l'été pratiquement jusqu'à l'automne et Kouchi. Et ces images ont été justement utilisées par la petite délégation du FLN à l'ONU pour déclencher justement un phénomène. C'est des images, d'ailleurs c'est des images filmées, hein, c'est une carte. Vous les connaissez l'image. Donc ça a vraiment servi à donner une image de ce qu'est réellement le colonialisme et surtout la répression. Là c'est un texte qui est à mon avis déterminant. D'abord il est parfaitement, comment dirais-je, j'arrive pas à voir, voilà. Le numéro de la référence. Alors de quoi, selon les chiffres français, ça c'est les chiffres qui ont été publiés, 1273 musulmans furent tués, soit 10 pour chaque Européen abattu. Mais le représentant de Soustelle à Paris, Guy Calvé, dit à un diplomate américain le mois suivant que les pieds noirs et l'armée n'avaient pas désarmé. Guillemets. Quand un incident quelconque survient contre un citoyen français, l'armée va effectuer un nettoyage, tuant des centaines d'Arabes à droite et à gauche. Contrairement à ce qu'ont rapporté les journaux français, Calvé dit qu'à ce jour, plus de 20 000 Arabes ont été tués au cours du dernier mois par les Français. Donc, moi, quand je cite ces chiffres, je ne suis pas quelqu'un maniaque des chiffres, bien que je sois, de par ma formation d'agronome, obligé d'en faire usage. Les chiffres des morts veulent dire beaucoup de choses. Et à chaque fois, on nous oppose justement, oui, mais vous exagérez, on n'exagère rien du tout. Le FLN a recensé le même 12 000 victimes. Et donc, ce sont des chiffres qui vont servir à la délégation pour faire connaître, sur le plan international, la cause de la révolution algérienne, après justement l'histoire du Vaoud. Les retombées sur le plan du Maghreb. Et ça aussi, c'est extraordinaire. Le 20 août 1955, depuis Madagascar, le roi du Maroc, en exil, déclare qu'après ce qui s'est passé en Algérie et au Maroc, parce qu'il y a eu aussi des émeutes à Ouazzane du côté du Maroc, de Khouribga, il y a eu beaucoup de morts aussi, il allait retrouver son trône. Ça, c'est le jour même de ces manifestations. Il se trouve que le 1er octobre 1955, Ben Arfa, qui avait été installé par les Français à la place du roi Mohamed V, abdique. Il décide de se retirer, il se retire à Tanger, puis après il va à l'étranger. Donc il se retire le 16 octobre 1955, Mohamed V prend à ce moment-là l'avion de Madagascar, il est sur Paris. À ce moment-là, à Paris, il y a des parlements, enfin des négociateurs français et marocains qui sont en train de négocier le retrait de la France du Maroc. Et ce retrait va être acté par les accords de la Seine-Saint-Cloud au mois de mars 1956. Il se trouve que le 18
Là, nous avons le roi Mohammed V qui est à l'aéroport de Rabat. Il est accueilli par un panel de dirigeants africains. Il y a quelqu'un quand même que vous devez reconnaître, qui n'était pas encore dirigeant, mais qui était proche de la révolution. Oui. Il y avait une très grande délégation du FLN qui était allée l'accueillir à l'aéroport. Et ce jour-là, le roi du Maroc déclare que le Maroc est désormais un pays indépendant. الناس راهم ينيغوسيو في لا سيل سانكلو هو قال لهم من اليوم فصاعدا le Maroc est indépendant. Alors pour la petite histoire, j'ai eu accès aux mémoires de l'adjoint de l'époque Zéro Youssef, c'est l'Akhdar Bentoubal, dit c'est Abdallah, qui après l'indépendance, il a été appelé par le palais royal, donc par le Hassan II, qu'il a décoré de la plus haute distinction du royaume du Maroc, en hommage à l'offensive du 20 août 1955. Et en hommage, et bien évidemment, sur recommandation à l'époque de son père. C'était le dernier survivant de cette épopée, donc il a été décoré. Et d'ailleurs, je me demande si le fait qu'il ait été décoré ne soit pas l'une des raisons pour lesquelles d'abord il a été mis sur la voie de garage. Parce que je rappelle pour ceux qui ne le savent pas, mais même pour ceux qui le savent, que Bentoubal fait partie des fameux 3B. Karim Belkacem, Bentoubal et Boussouf. C'est pas rien. Hein. Les retombées au niveau interne. C'est la route qui mène de Skikda à Gigi. Les retombées immédiates sur le terrain, le lendemain, la route était fermée. Donc c'est au niveau interne. Donc il n'y avait plus de circulation vers le massif de Kolo, c'était devenu vraiment une zone interdite. Une déclaration du général de Gaulle pour situer un peu les chiffres. Chaque année, nous dépensons 1000 milliards en Algérie sous toute forme pour la lutte en Algérie. Le FLN dépense environ 30 milliards par le combat, les exécutions d'air, les exécutions légales. Nous tuons 10 fois plus d'adversaires, les chiffres sont tous bien repris, que ceux-ci ne tuent de musulmans de toute espèce. Le terme espèce est pas mal dans la bouche du général de Gaulle, ou de français. Nous détenons dans les camps et les prisons 80 000 adversaires, tandis que la FLN en détient, pour ainsi dire pas. La crainte est dans notre âme beaucoup plus que celle des Felaga. C'est pour vous dire que quand c'est De Gaulle qui parle, il sait de quoi il parle, parce que ça n'a pas été simple. Alors, ce qui s'est passé au niveau politique intérieur, justement, c'est un texte qui est tiré du livre de Brahim Chibout, qui a été ministre des Moudjahidines, mais qui était déjà à l'époque un universitaire et membre de la Wilaya 2. Et là, c'est très important parce que quand ils avaient fait un peu la comptabilité de ce qui s'était passé le 20 août 1957, il y a une première réunion qui s'est effectuée dans la région. Et à cette réunion, Adnan Amban, depuis Alger, avait envoyé 2 délégués. Ce sont Amara, Rachid et Mizhoudi. Mahfoud est venu dans la délégation parce qu'il avait retrouvé à Constantine, ils avaient accompagné. Même chez Bot, il déraille un peu. Par contre, cette première délégation était venue s'enquérir de la situation. Ils sont venus demander à Zéro Youssef qu'est-ce qui s'était réellement passé, comment il avait organisé, puis on parle, et c'est surtout les sources françaises qui insistent pour dire qu'il y a eu quand même des retombées catastrophiques sur la population, il y a eu des morts, et est-ce que quelque part Zéro Youssef n'en serait pas directement responsable? Je vous rappelle que c'est une affaire de vie ou de mort, donc nous qui avons été les premières cibles. Moi, je me rappelle qu'au moment quand il avait assisté justement à la réunion de Zermen de juillet 55 pour préparer l'offensive, il avait posé la question à Zéro Youssef en lui disant si on fait l'offensive à partir de Sidi Ahmed, la famille de Mouad, ça doit être rasée. Et Zéro a eu cette réponse que je trouve cinglante. Il lui a dit de toutes les façons le djihad, il faut bien que quelqu'un paye. Si on veut sortir de là où il y a le et à l'époque, et là vous retrouverez, si toutefois vous lisez le livre, des passages justement où Zéro Youssef est allé lui-même faire du porte-à-porte
ce que le commandant Azzeddin dit, pénétrer le douar. Au moins, ils ont fait ce travail maison par maison. كانوا يتمشاو من دار لدار من خيمه لخيمه ويديو معاهم واحد من كبير القبيله يغامني لي جون اللي يحلفوهم في القران. ما كاش واحد اللي ما راحش عن قناعه. قال احنا رانا معولين نصارعوا ان شاء الله ندخلوا في الجهاد وفيها تضحيه وكل شيء، اذا راكم موافقين نحلفوا على المصحف. وحلفهم كاع على المصحف. Moi j'ai des témoignages de gens. Il y a un chapitre justement sur la région de Zitouna où des enfants, enfin des jeunes hommes, le jour, la veille du 20 août, ils ont disparu de la circulation et leur papa vient les chercher parce qu'ils avaient la moissonneuse qui venait à la maison. قالوا لهم بصح انت قلت لنا شنو قلت لكم؟ قالوا في دارنا وجانا في ابريل وحلفنا قدامك على المصحف. قال لهم ما حلفت على المصحف باش تبقى تضربوا فرنسا؟ قال لهم ضربوا فرنسا. Il se trouve que le village qui est à 3 km, c'est un des villages où il y a eu le plus de morts, c'est le village de Saint-Charles. يعني باش تشوفوا كيفاش الناس السيد قال لهم قال حلفنا عندك قدامك في دارك انت جبتوه انت عرفتوا وحضروا حلفنا maintenant il faut aller parce qu'il faut نوفوا بالكلمه تاعنا ماهيش زعقه. Donc la première réunion elle se tient en novembre. Les deux délégués reviennent avec un rapport. Zéro Youssef lui envoie un message à Ibn Ramadan. D'abord il lui dit moi je reconnais personne. أنا واحد ما نصبني parce que le 18 janvier il y a eu la mort au combat du Douche Mourad, et quand Douche Mourad est mort, nous sommes le 18 janvier 1955, c'est-à-dire le 20 août. Et quand Douche Mourad est mort, il n'a laissé aucun repère et aucun réseau. Ziroud, qui était destiné à être son adjoint, a pris les choses en main. Il avait quelques relations avec Jamaat al-Qbaïl, notamment avec Jamaat al-Qbaïl, mais surtout avec Doures, avec Ben Boud'aïd. Et il a essayé de renouer comme ça. Puisque depuis avril, la France avait décrété l'état de siège en Kabylie et dans les Aurès. Donc il y avait beaucoup de militaires, enfin il y avait pratiquement 30 000 à 40 000 soldats dans la région qui crapailletaient, donc il y avait une pression sur les maquis. Et donc l'une des décisions qu'avait prise Zéro Youssef, c'était justement de soulager les maquis. Et donc à Banandan, on voit une première délégation. Au mois de mars 1956, Saad Dahleb en personne, accompagné de Mohamed Siddiq Ben Yahya, viennent encore une fois chez Zéro Youssef. Et à ce moment-là, ils assistent à un congrès local où les gens débattent très démocratiquement. Et on lui propose, on ne peut pas continuer comme ça, il faut qu'on réunisse un peu la révolution, il faudrait qu'on ait une direction à la révolution. Il est indispensable que l'on se voit, que l'on remet un peu les fils, et puis qu'on voit un peu avec les gens de l'extérieur, qui c'est un peu les prémices de ce que le colonel Ouamran appellera après la fameuse demande. Pratiquement c'était une exigence de Zéro Youssef. Il est impossible de continuer dans cette voie-là, il faut qu'on se retrouve et qu'on décide. C'est ce qui a donné le fameux congrès de la Somme. Un autre impact sur la région, une partie est traitée dans le livre, mais celle-là je voulais... il se trouve que ça a été publié dans Paris Match, le village de Rukniya, Hammam Mouskoutin, s'est mis à la vente. Parce qu'il y a eu une offensive dans la région. Galma c'est venu un jour plus tard, mais il y a eu quand même des morts. Et puis Galma c'est aussi l'histoire du 8 mai 45. Donc il y avait encore tout un village avait décrété qu'il se mettait à la disposition de les colons. Et moi j'ai travaillé sur le village de Jendel qui est juste à côté d'Azzawa, où beaucoup de propriétaires terriens ont vendu leurs terres. Les fermes les gens maintenant ils ne reculent plus, ils viennent jusque dans nos maisons, ils brûlent nos maisons et puis donc on a plus intérêt à partir que. Allez, c'est pour recouper un peu ce que j'avais dit tout à l'heure. Allez, c'est un témoignage de Ahmed Rabalo, qui était le colonel politique de la Wilaya 4. C'est l'un des premiers étudiants du lycée franco-musulman d'Alger qui avait regroupé pour Bamar al-Rachid un peu l'élite estudiantine d'Alger, Qalb Abdelrahman, autour justement de Hegès et de Ouamran pour organiser la Wilaya 4 qui, je le rappelle, englobait la ville d'Alger jusqu'à ce moment-là. Donc lui, il était encore plus grand, donc lui, il avait fait cette déclaration
il parle des deux délégations qui sont venues chez Zeroud Youssef. Ça c'est pour l'anecdote. Saad Dahleb qui joue au football, costume bleu pétrole avec un fest, qui débarque à Constantine, qui est reçu par le fameux Salah Boudnigo. Les retombées à l'international, c'est ces images dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui ont été utilisées fortement par la délégation algérienne et qui ont ébranlé le monde. Et l'autre point d'orgue justement de cette réaction, là nous sommes, je crois, le 1er octobre 1955 de la suite. C'est la première fois que la question algérienne est inscrite à l'ONU. Donc, moins de 40 jours après l'offensive du Nord-Constantinois, la question algérienne est inscrite à l'ONU. C'est la question 909, question algérienne, 25 novembre 55. Je fais... voilà. Question algérienne, l'Assemblée générale décide de ne pas poursuivre l'examen du point de son ordre du jour intitulé question algérienne, et en conséquence n'est plus saisi de ce point de l'ordre du jour de la 10e session, 548e séance plénière, 25 novembre 1955. Donc c'était la première fois que la question algérienne, suite à l'offensive du Nord-Constantinois, est abordée, même si elle n'est pas traitée, par l'Assemblée générale des Nations Unies. Si quelqu'un me pose la question qui est le pays qui a fait inscrire cette question algérienne, je répondrai volontiers, Allah yarham shuhada.